Dans la dernière vidéo, on a vu comment on faisait pour améliorer nos variétés cultivées, grâce aux différentes techniques de sélection et de génie génétique. Les variétés actuellement utilisées, elles ne ressemblent plus vraiment à ce qu'on avait initialement dans la nature. Mais cette domestication des plantes a des conséquences. Des conséquences sur la diversité génétique des plantes, des conséquences sur les capacités des plantes à faire face à leur environnement, et également des conséquences sur l'évolution génétique et culturelle de l'humanité elle-même. Ces conséquences, ce sont elles que l'on va tâcher de traiter dans cette toute dernière vidéo du programme de terminale. Alors, c'est parti! Commençons par la diversité génétique des plantes cultivées. En fait, au fur et à mesure des millénaires ayant suivi la découverte de l'agriculture, les plantes ont été progressivement domestiquées grâce à des méthodes de sélection traditionnelles, méthodes que j'ai pris soin de décrire dans la vidéo précédente. Mais le truc, c'est que selon les spécificités culturelles et les goûts de chaque lignée d'agriculteurs, les caractéristiques sélectionnées n'ont pas forcément été les mêmes d'une région à l'autre. Et c'est comme ça que, au début du XXe siècle, on s'est retrouvé avec une myriade de variétés cultivées qui étaient vraiment très différentes entre elles. Ce sont les variétés paysannes, encore appelées variétés de pays. Mais au XXe siècle, avec la mondialisation et l'essor de nouvelles techniques plus sophistiquées, on a continué à créer de nouvelles variétés, mais dont les caractéristiques finissaient invariablement par se ressembler un peu. Les variétés paysannes ont été abandonnées, et progressivement, les allèles considérés comme moins performants se sont perdus. En gros, on tend de plus en plus vers des plantes parfaites, mais aussi de plus en plus stéréotypées, si bien que, malgré une hausse du nombre de variétés au fur et à mesure du temps, on constate en parallèle une baisse considérable de la diversité génétique. Alors concrètement, on a de plus en plus de variétés, certes, mais celles-ci sont aussi génétiquement de plus en plus similaires. Cette conséquence-là, elle pose d'abord un problème culturel, car la diversité est une richesse. Mais elle a aussi des conséquences concrètes sur la vulnérabilité des récoltes, comme nous allons le voir maintenant. Car on le sait, moins la diversité génétique est importante au sein d'un champ, moins celui-ci sera résilient vis-à-vis des perturbations environnementales. Et quand je parle de perturbations environnementales, je parle d'aléas météorologiques, comme le gel ou les canicules par exemple, mais aussi des attaques éventuelles effectuées par des animaux ravageurs, ou encore la propagation de certaines maladies. Autrement dit, un champ pourvu d'une faible diversité génétique aura tendance à être plus vulnérable. Et ce n'est pas tout, car les plantes cultivées sont également beaucoup plus exigeantes en termes de ressources, ce qui augmente également leur vulnérabilité. Eh bien oui, le critère principal de sélection des plantes cultivées, c'est avant tout la capacité à produire de grandes quantités de matière organique au sein de leur organe de réserve. Si on compare une tomate cultivée avec son équivalent sauvage, ou une fraise cultivée par rapport à une fraise des bois, on voit bien que la taille des fruits n'a rien à voir. Or, le fait de constituer de telles réserves énergétiques, forcément c'est très coûteux énergétiquement. Les plantes cultivées doivent donc nécessairement réaliser davantage de photosynthèse, ce qui signifie prélever beaucoup plus de ressources, que ce soit l'eau, la lumière, le CO2 ou encore les ions minéraux. Pour cette raison, les plantes cultivées ne sont absolument pas compétitives par rapport aux plantes sauvages, ce qui les rend plus vulnérables. Et c'est pour ça que si on n'y fait rien, les champs se font spontanément envahir par tout un tas de végétaux qu'on appelle les plantes adventices. Plantes adventices que vous connaissez sûrement sous le nom de mauvaises herbes. Et enfin, la dernière raison qui fait que les plantes cultivées sont davantage vulnérables que les plantes sauvages, c'est qu'elles ont bien souvent perdu leurs caractéristiques de résistance. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit de caractéristiques qui nuisent souvent aux qualités agronomiques des plantes, et qui donc ont été supprimées par les processus de sélection. Un exemple pour bien comprendre, celui du chou. Alors chez l'espèce sauvage, il y a production de certaines molécules, les glucosinolates, et ces glucosinolates, ils donnent un goût piquant et amer à la plante. Alors ça c'est bien parce que ça lui permet de dissuader les prédateurs, mais lors de la domestication du chou, les humains se sont arrangés pour supprimer ces molécules, ce qui a permis d'améliorer leur goût. Mais l'effet collatéral, bien sûr, c'est que ces choux cultivés vont aussi se faire beaucoup plus attaquer par les ravageurs, notamment par les insectes. Du coup, les plantes cultivées, comme on vient de le voir, elles sont particulièrement vulnérables, que ce soit contre les ravageurs, les maladies, ou contre la compétition des plantes adventices. Mais les humains ont développé au fil du temps des pratiques culturales qui leur permettent de répondre de manière efficace à cette vulnérabilité. Concernant le problème des plantes adventices, le travail du sol permet d'arracher et de retourner les mauvaises herbes,
afin d'éviter qu'elles ne concurrencent nos plantes cultivées. On peut aussi utiliser des herbicides pour détruire les adventices de manière chimique avant de semer, afin de laisser le champ libre pour ce qu'on va y faire pousser. Concernant le problème des ravageurs et des maladies, les agriculteurs utilisent des produits phytosanitaires, les fameux pesticides. Ainsi, on dispose aujourd'hui de tout un tas de molécules, donc que ce soit des insecticides pour tuer les insectes, des fongicides pour exterminer les moisissures, des tulimaces, etc., etc. Mais le problème, c'est que ces pratiques agricoles, elles peuvent avoir des conséquences environnementales et sanitaires problématiques, car les pesticides et les herbicides utilisés peuvent se diffuser dans l'environnement. Alors ils tuent les êtres vivants du sol, puis ensuite ils vont être lessivés par les eaux de pluie, avant de se retrouver dans les cours d'eau, où ils peuvent également poser des problèmes pour la biodiversité qui s'y trouve. D'ailleurs, même le travail du sol endommage aussi la biodiversité du sol, en tuant notamment les vers de terre. Mais aujourd'hui, des pratiques plus vertueuses sont utilisées et développées, pratiques qui permettent de diminuer les traitements, tout en conservant des rendements agricoles corrects. Premièrement, les agriculteurs utilisent de plus en plus la rotation des cultures. Alors ça, c'est en fait une pratique qui consiste à alterner des cultures différentes d'une année sur l'autre. Et cette pratique-là, elle permet en fait de casser les cycles de développement des nuisibles, qui sont généralement spécifiques à un type de culture donné. On peut également associer différentes variétés au sein d'un même champ, ce qui permet d'augmenter la diversité génétique de la culture et de limiter la propagation des maladies et des ravageurs. Il existe également des techniques de biocontrôle qui reposent sur l'utilisation d'auxiliaires de culture. Alors en fait, ça c'est quoi ? Eh bien, ce sont les animaux prédateurs des ravageurs. Donc par exemple, on peut ajouter dans le champ des larves de coccinelles qui vont nous permettre de nous débarrasser des pucerons sans avoir besoin d'ajouter des substances chimiques potentiellement nocives. Et dans un autre registre, les généticiens s'attellent à la constitution de banques de semences afin de ne pas perdre la diversité génétique qui a été acquise au cours des derniers millénaires grâce à la sélection traditionnelle. Et ça, eh bien, ça permet de conserver les ressources génétiques existantes chez les variétés de pays, et ensuite, ces ressources génétiques, elles peuvent être utilisées pour développer des plantes plus résistantes, mais sans pour autant sacrifier nos rendements. Du coup, on l'a vu, la domestication des plantes a complètement bouleversé leur physionomie, leur patrimoine génétique, mais également leur vulnérabilité vis-à-vis de l'environnement. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la domestication des plantes a également eu des conséquences sur l'homme lui-même. Alors déjà, au niveau sociétal, évidemment, parce que cette domestication des plantes, elle a permis d'apporter la sécurité alimentaire aux populations humaines, donc sécurité alimentaire qui a permis leur sédentarisation. Et puis, au XXe siècle, l'amélioration des rendements, obtenus notamment grâce aux méthodes modernes d'amélioration des plantes, a permis la production suffisante de nourriture pour la population humaine, ce qui a rendu possible sa croissance exponentielle. Ainsi, on peut dire que la domestication des plantes et l'amélioration des variétés cultivées ont joué véritablement un rôle clé dans l'évolution des sociétés humaines. Mais ce n'est pas tout, car il semblerait que la domestication des plantes ait été carrément responsable de modifications de notre patrimoine génétique. Alors comment est-ce possible ? Eh bien en fait, il faut déjà savoir que l'agriculture a considérablement transformé les régimes alimentaires des populations humaines. Avant l'apparition de l'agriculture, on avait des populations de chasseurs-cueilleurs qui se nourrissaient majoritairement de viande et de poissons. Mais lorsque l'agriculture est apparue, elle a fourni aux communautés humaines davantage d'aliments végétaux, et en particulier des céréales comme le blé ou le maïs, qui sont devenus un des piliers de notre alimentation. Et ce changement de régime alimentaire, il a induit des pressions de sélection spécifiques sur certains allèles particulièrement adaptés à cette nouvelle alimentation. Pour bien que vous compreniez, je vais prendre l'exemple du gène codant pour l'amylase. Alors l'amylase, c'est une enzyme qui permet de digérer l'amidon. Et ce gène, eh bien, en fait, il a subi au cours de l'évolution des mutations qui ont entraîné sa duplication. Et lorsque le gène de l'amylase est dupliqué, ça va permettre de produire plus d'amylase, et donc de mieux digérer l'amidon. Ainsi, on admet aujourd'hui que la recrudescence de céréales riches en amidon dans l'alimentation, comme le blé ou le maïs, a permis de sélectionner ces duplications de gènes, leur permettant d'envahir progressivement la population. Ainsi, on peut dire que depuis les débuts de l'agriculture, il y a eu une véritable coévolution entre l'homme et les espèces végétales domestiquées. On a une relation mutualiste qui s'est développée entre notre espèce et les espèces cultivées, relation qui a débouché sur des modifications génétiques des deux côtés.
côté. Et ces variations génétiques, elles ont permis une meilleure adaptation des plantes cultivées aux besoins de l'homme, mais aussi une meilleure adaptation de l'homme aux nutriments fournis par les plantes qu'il a domestiquées. Alors, comme nous venons de le voir, la domestication des plantes a des effets pervers qui peuvent nous poser plus ou moins de problèmes dans nos pratiques agricoles. Déjà, cette recherche de la plante parfaite et la mise en œuvre de techniques parfois pointues ont eu tendance à diminuer la diversité des variétés utilisées, qui deviennent de plus en plus stéréotypées. Ensuite, les variétés actuelles sont certes très productives, mais cette productivité les rend particulièrement exigeantes d'un point de vue métabolique, si bien qu'elles en deviennent incapables de se débrouiller toutes seules. Ainsi, ces variétés nécessitent de grandes quantités de ressources, que ce soit pour l'eau ou pour les éléments minéraux. De même, la domestication a diminué les défenses naturelles des plantes vis-à-vis des maladies et des ravageurs, ce qui nous oblige à l'utilisation de pesticides. Pesticides qui ont bien sûr un impact négatif sur notre environnement. Mais en parallèle à cette évolution des plantes sous l'influence de l'humanité, il semblerait qu'il y ait eu également une évolution de l'humanité sous l'influence des plantes. En effet, l'agriculture et la domestication des plantes ont joué un rôle clé dans l'évolution sociétale de notre espèce, voire même dans son évolution génétique. On parle alors de coévolution. Voilà, j'en arrive donc au bout de cette dernière vidéo du programme de Terminale Spécialité, en espérant donc que cette série vous aura été utile, et pour ceux qui préparent le bac, je vous adresse bien sûr tous mes vœux de réussite. Alors, bonne continuation à tous, et pourquoi pas à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.